Le tête-à-tête de Platon, dialogue sur la science suite. Socrate. Tu es jeune, mon cher enfant. C'est pour cela que tu es si prompt à écouter les discours et à te laisser influencer. Mais voici ce que nous opposera Protagoras ou quelqu'un de ses partisans. Braves enfants et vieillards, vous voilà assis ensemble à discourir et à mettre même en jeu les dieux, alors que moi-même j'exclus de mon enseignement, soit oral, soit écrit, la question de savoir s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Ce que la foule approuve dès qu'elle l'entend dire, vous le prenez à votre compte, et vous dites qu'il serait étrange qu'au point de vue de la sagesse, l'homme ne différât en rien de n'importe quelle bête. Mais de démonstrations et de preuves concluantes, vous n'apportez pas la moindre, et vous n'employez contre moi que la vraisemblance. Si Théodore ou tout autre géomètre fondait ses démonstrations là-dessus, elles ne vaudraient pas un as. Examinez donc, toi et Théodore, quel accueil vous devez faire en des matières si importantes à des arguments qui ne relèvent que de la persuasion et de la vraisemblance. Tête. Nous aurions tort, toi et moi, Socrate, si nous les acceptions. Alors vous pensez, ce me semble, toi et Théodore, qu'il faut examiner la question d'une autre façon. Oui, certainement, d'une autre façon. Alors, procédons comme je vais dire, pour voir si la sensation et la science sont la même chose ou si elles sont différentes. C'est à quoi tendait en définitive toute notre dispute. Et c'est dans cette vue que nous avons remué toutes ces idées étranges, n'est-ce pas vrai ? Tout à fait vrai. Accorderons-nous donc que tout ce que nous sentons par la vue ou par l'ouïe, nous le savons du même coup ? Par exemple, avant d'avoir appris la langue des barbares, dirons-nous que lorsqu'ils parlent, nous ne les entendons pas, ou que, du même coup, nous les entendons et savons ce qu'ils disent ? Pareillement, si ne sachant pas lire, nous jetons les yeux sur des lettres, soutiendrons-nous que nous ne les voyons pas, ou que nous les comprenons en les voyant ? Nous dirons, Socrate, que nous savons juste ce que nous voyons et entendons, dans le cas des lettres que nous voyons à la fois et connaissons leur forme et leur couleur, et dans le cas de la langue que nous entendons à la fois et connaissons les sons aigus et les graves. Mais ce qu'enseignent à ce sujet les grammariens et les interprètes, si nous ne le percevons pas par la vue et l'ouïe, ni nous ne le connaissons. Ni nous ne le percevons par la vue et l'ouïe, ni nous ne le connaissons. Parfaitement répondu Tête, et il serait mal à propos de te chicaner là-dessus, car il faut que tu prennes de l'assurance. Mais fais attention à une nouvelle difficulté qui s'avance, et vois comment nous la repousserons. Quelle est donc cette difficulté ? La voici. Si l'on nous demandait, est-il possible, quand on a eu connaissance de quelque chose et qu'on en conserve le souvenir, qu'au moment où l'on s'en souvient, on ne sache pas cette chose même qu'on se rappelle ? Voilà une longue phrase, me semble, pour te demander si, quand on a appris quelque chose, on ne le sait pas quand on s'en souvient. Comment ne le saurait-on pas, Socrate ? Ce serait un prodige, ce que tu dis là. Ne saurais-je donc moi-même ce que je dis ? Fais attention. Ne dis-tu pas que voir c'est sentir et que la vision est sensation ? Si. Or, d'après ce que nous venons de dire, celui qui a vu une chose, n'a-t-il pas acquis la connaissance de ce qu'il a vu ? Si. Et maintenant, tu admettras bien que la mémoire est quelque chose. Oui. Est-elle mémoire de rien ou de quelque chose ? De quelque chose, assurément. De choses qu'on a apprises et qu'on a senties, de choses comme cela ? Naturellement. Or, ce qu'on a vu, il arrive, n'est-ce pas, qu'on s'en souvient ? Oui. Même les yeux fermés, ou bien l'oublie-t-on dès qu'on les a fermés ? Il serait étrange, Socrate, de soutenir une telle proposition. Il le faut pourtant si nous voulons sauver le système en question, sinon c'est fait de lui. Moi aussi, par Zeus, je m'en doute, mais je ne saisis pas suffisamment pourquoi. Explique-le-moi. Voici. Celui qui voit prend, disons-nous, connaissance de ce qu'il voit, car nous sommes convenus que la vision, la sensation et la science sont la même chose.
parfaitement. Mais celui qui voit et qui a pris connaissance de ce qu'il a vu, s'il ferme les yeux, se souvient de la chose mais ne la voit plus. Est-ce bien cela? Oui. Mais dire qu'il ne voit pas, c'est dire qu'il ne sait pas, puisque voir est savoir. C'est vrai. Il s'ensuit dès lors que, quand un homme a acquis la connaissance d'une chose et qu'il s'en souvient encore, il ne la sait pas, puisqu'il ne la voit pas, conclusion que nous avons qualifiée de monstrueuse si elle était vraie. Très exact. On aboutit donc, ce semble, à une impossibilité quand on prétend que la science et la sensation sont la même chose. Il semble. Il faut donc reconnaître que ce sont deux choses différentes. J'en ai peur. Alors qu'est-ce que peut être la science? Il faut, semble-t-il, reprendre la question au commencement. Mais qu'allons-nous faire là, tête? De quoi veux-tu parler? Il me semble que nous nous conduisons comme un coq sans valeur. Nous nous sommes retirés du débat et nous chantons avant d'avoir emporté la victoire. Comment cela? Nous avons l'air de controversistes qui, après s'être mis d'accord sur des mots, se contentent d'avoir le dessus dans la discussion grâce à ce moyen, et tout en prétendant que nous ne sommes pas des héristiques, mais des philosophes, nous nous comportons sans nous en douter comme ces habiles disputeurs. Je ne saisis pas encore où tu veux en venir. Eh bien, je vais essayer d'éclaircir là-dessus ma pensée. Nous avons demandé si quelqu'un qui a appris une chose et s'en souvient ne la sait pas, et après avoir montré que celui qui a vu et ferme les yeux se souvient, mais ne voit pas, nous avons prouvé qu'il ne sait pas, tout en se souvenant, et déclaré qu'il y a là une impossibilité. Et voilà comment nous avons réduit à rien le mythe de Protagoras, et du même coup le tien, qui confond la science avec la sensation. C'est indéniable. J'imagine, ami, qu'il n'en serait pas ainsi si le père du premier mythe vivait encore, car il trouverait beaucoup d'arguments pour le défendre. Mais à présent qu'il est orphelin, nous le honnissons. Les tuteurs même que Protagoras lui a laissés, au nombre desquels est Théodore ici présent, refusent de prendre sa défense. Eh bien, c'est moi qui, par scrupule de justice, vais me risquer à lui porter secours. Théodore. Ce n'est pas moi, Socrate, c'est plutôt Callias, fils d'Hipponikos, qui est le tuteur de ses enfants. Pour moi, j'ai passé trop vite des discours abstraits à la géométrie. Je te saurai gré pourtant si tu lui portes secours. Socrate. Bien parlé, Théodore. Considère donc de quelle manière je vais le défendre. Car faute de prêter attention aux termes généralement employés pour affirmer ou nier, on s'expose à admettre des absurdités plus graves encore que celles que nous avons admises. Est-ce à toi que je dois m'adresser ou à tes têtes? À tous les deux, je te prie, mais que le plus jeune réponde, il aura moins de honte à se tromper.